Mesdames, Messieurs, bon après-midi, bonsoir, bon dimanche. J'espère que vous passez une très belle journée. Nous sommes bien entendu en direct sur Vision Channel Africa et c'est une autre édition de votre émission favorite, je l'espère, c'est votre émission informative aussi spéciale COVID-19 sur votre chaîne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous avons un autre spécialiste, on vous l'a dit au début de cet ensemble d'émissions, que nous chercherons à avoir des spécialistes pour vous donner une information claire et nette à propos du comportement ou plutôt ou aussi de l'évolution du COVID-19 à travers le monde. Avant de vous présenter notre invité, je vais comme ça de manière bref, vous donner quelques chiffres. On a enregistré ici en Italie disons, il y a une chute du nombre de cas, il y a une diminution considérable. On était à 525 décès hier et on peut aussi dire que le nombre de personnes infectées est en train de diminuer. Mais ce qui est vraiment marquant, c'est le nombre de décès. On est passé de 681 avant-hier à 525. Il faut dire aussi que la pandémie au niveau des États-Unis est plutôt, on observe une augmentation de cas d'infection de ce côté-là. En Afrique aussi, c'est en train de pousser avec l'Algérie, l'Égypte, qui sont pratiquement en tête de liste. En Afrique subsaharienne, c'est le Cameroun, où d'ailleurs le ministre de la Santé a annoncé dans un tweet qu'à 21 aux environs de 23 heures hier, ils ont dû assister à la naissance du premier bébé né d'une patiente positive au Covid-19. Alors, on peut constater donc que la pandémie est en train de faire son bout de chemin, mais on ne va pas rester les bras croisés et attendre que cela décime la population. C'est donc pour ça que nous, chez Vision Channel Africa, nous avons décidé de vous donner l'information telle qu'elle est, de vous informer le plus possible sur l'évolution de cette pandémie. On salue tous ceux qui nous rejoignent. Merci au docteur Sandra qui est déjà avec nous, Sandrine Danfa, qu'on salue. Bonsoir. On salue tous ceux qui nous rejoignent à l'instant et on vous invite massivement à partager, et ainsi on pourra former une communauté un peu plus grande et les discussions seront plus, disons, nourries. Aujourd'hui, donc, je m'en vais vous présenter tout de suite notre invité. Il s'agit du docteur Cédric Djokwe, qui est, lui, médecin psychiatre. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Manidol, bonsoir. Bonsoir aux internautes et aux téléspectateurs. Voilà, comment vous allez en cet après-midi? Écoutez, ça va. Ça va comme le temps qu'il fait. Ok, faut dire que vous êtes aussi, vous faites partie de ces personnes-là qui accompagnent et qui devront accompagner les différents patients et je peux imaginer que la tâche n'est pas toujours aisée de votre côté. Non, la tâche n'est pas aisée, mais voilà, c'est le sacerdoce. On le fait avec beaucoup de plaisir, avec le sens du devoir qu'on s'est juré de faire. Et on le fait bien. On essaye de bien le faire. C'est très important. Voilà. Toujours bien faire. Ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien D'être fait. fait. Si je me rappelle bien, je crois que c'est Philippe Stanhope qui disait cela. Alors, docteur, disons, qu'est-ce qui explique, comment est-ce que vous expliquez votre journée, comment se passe vos journées maintenant? Vous êtes sans doute confiné comme tout le reste de la population, la majeure partie de la population dans le monde, j'imagine. Donc, le rapport avec l'hôpital, comment vous le maintenez, le rapport avec les patients, comment ça se passe? Oh, moi, personnellement, je ne suis plus confiné. Je suis plus confiné. J'étais confiné jusqu'à il y a quelques jours. Là, j'ai dû retourner travailler. Parce que personnellement, j'ai une salle d'alcoolologie qui a dû être vidée de son personnel, de sa patientèle précédente pour installer justement des patients qui sont sortis de la réanimation, des survivants du Covid, avec tout l'impact psychologique, tout l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale. On a jugé bon qu'il fallait qu'ils passent certains par une salle de psychiatrie. Donc, je gère actuellement une salle on va dire, de survivants du Covid pour une prise en charge non seulement de médecine somatique, mais également de leur santé mentale avant un retour définitif à domicile. Voilà. Et en quoi consiste exactement comment se passent vos interventions? En quoi ça consiste exactement? Bah, écoutez,
on écoute les patients, on accueille leurs appréhensions, leurs souffrances, leurs douleurs par la parole. On essaye de mettre en place toutes ces choses qu'on peut recueillir du patient et de, si possible, poser un diagnostic. Et une fois un diagnostic posé, proposer un traitement en fonction de leur état somatique aussi. Donc, proposer un patient et éventuellement un suivi après la sortie hospitalière définitive. Donc voilà en gros consiste une intervention dans une unité de psychiatrie en général. Voilà. Docteur, j'imagine que chaque jour, attendez, je vais prendre directement, il y a coupure. Au même moment, je suis en train de vérifier le moniteur parce qu'il faut D'accord. bien être sûr que nous sommes en train de communiquer avec les personnes justes. Il y a le docteur Sandrine qui présente, qui a signalé une coupure. Je crois que on est en direct. Ok, il y a cette première question de Armel. On va revenir sur ta question, Armel Manfo. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Il lui demande déjà de prime abord quel impact peut-on avoir pour un Camerounais du village. Bien, là, on va revenir. Ah, ok. J'ai le signe de la régie que tout va bien. Merci bien, merci bien. Alors, très chers téléspectateurs, vous qui nous rejoignez à l'instant, très chers followers de Vision Channel Africa, je vous prie de partager massivement ce direct. Nous sommes aujourd'hui avec un médecin psychiatre qui va nous parler de la santé mentale, docteur Cédric Djokwe. Il est avec nous en direct de la Belgique. Alors, si je vous invite une fois de plus à partager massivement, on aura environ une trentaine ou une quarantaine de minutes d'échange et pendant lesquelles je lui poserai les questions qui ont été préparées par moi-même. Et aussi, j'aimerais bien prendre les vôtres, et ainsi on pourra varier les échanges et les rendre un peu plus riches. Très bien. Docteur, vos patients passés et actuels, comment est-ce que vous réussissez à les gérer? Mais les patients passés, on les gère essentiellement par du télétravail, c'est-à-dire avant de les mettre, avant leur sortie définitive, on s'est assuré qu'ils avaient le minimum pour ne pas, pour pouvoir rester chez eux. Et puis, on les a envoyés à la maison en confinement, évidemment. Et ceux qui nécessitaient des interventions régulières, on a mis en place le moyen pour pouvoir les joindre à un certain rythme, qui quotidiennement, qui hebdomadairement. Ceux-là, voilà, sont gérés en télétravail, en studio. Donc, on les appelle, on essaye de voir ce qu'il faut mettre en place. Ceux qui sont en salle actuellement, comme je vous ai expliqué en début d'émission, voilà, on arrive le matin, on essaye de voir dans quel état ils sont, s'ils sont tristes, s'ils sont anxieux, s'ils ont peur, s'ils ont bien dormi. Voilà, on essaye de regrouper un peu tout ça pour voir leur évolution et proposer un traitement. Et quelles sont les pathologies que vous constatez régulièrement? Est-ce que ce sont des troubles du sommeil, des troubles du comportement ou alors des psychoses, des peurs? Qu'est-ce que vous constatez généralement chez les patients comme pathologie? Vous dites dans cette période particulière ou bien en général? Dans cette période Donc, dans particulière. cette période particulière, chez les patients qui sortent de la réanimation, on assiste généralement à ce que nous on appelle un PTSD. C'est un acronyme anglo-saxon qui signifie post-stress PTSD, post-traumatic stress disorder. Donc, en français, c'est syndrome de stress post-traumatique. Donc, c'est un ensemble de signes et de symptômes qui regroupe une peur injustifiée du futur, un hyper-éveil, donc difficulté du sommeil, des réviviscences traumatisantes, des cauchemars. Donc, c'est ces patients qui ont traversé généralement des moments difficiles, qui sont rapprochés de la mort, qui peuvent souffrir de ce type de troubles mentaux. Donc, c'est la plupart des patients qu'on a maintenant, c'est essentiellement de cette problématique qu'ils souffrent. Deuxièmement, on rencontre des troubles anxieux généralisés, c'est-à-dire que il y a une préoccupation excessive du moment présent et du moment futur, sans que ce ne soit forcément justifié. Donc, c'est-à-dire que le patient qu'on a en face
est extrêmement inquiet d'une recontamination, il est extrêmement inquiet d'une fin imminente, il est extrêmement inquiet de choses qui ne sont finalement pas justifiées vu le contexte, vu la prise en charge. Donc, on assiste à ça. On assiste également à... il y a certains patients qui souffrent également de dépression majeure, tout simplement. Un type de dépression majeure qu'on appelle dépression majeure réactionnelle, c'est-à-dire que une tristesse excessive avec des idées suicidaires suite justement à une exposition à des éléments traumatisants tels qu'une maladie grave sévère ou se rapprocher de la mort. Donc, on a ce type de patient aussi. On a également des patients... Oui, oui, allez-y. Allez-y. Non, je dis, on a également une petite part de patients qui ont voilà, tendance à vouloir consommer des boissons alcoolisées, même si on n'en trouve pas en hôpital, bien sûr, mais voilà, c'est une tendance à les rechercher. Voilà, c'est des patients certainement qui veulent, par l'alcool, couvrir un malaise qui couve, puisqu'ils ont souffert terriblement. Et tout de suite, lorsque vous constatez cela, qu'est-ce que vous mettez, quels sont les moyens mis en place, comment se passe leur prise en charge, qu'est-ce que vous faites exactement? Les interventions des prescriptions médicales? Oui, les interventions sont diverses. Moi, dans ma pratique quotidienne, on commence par des entretiens structurés. C'est des entretiens bien définis, basés sur des preuves scientifiques pour voilà déjà la détection claire et nette du cadre pathologique. C'est-à-dire que je dois pouvoir nommer ce dont souffre le patient. Donc, tel patient souffre de ça. Et une fois que je l'ai fait et que j'ai le cadre clinique en main, c'est-à-dire le nom de la maladie, je propose un traitement d'abord médicamenteux en fonction de la maladie, bien sûr. Ensuite, je revois le traitement au quotidien en fonction de l'évolution symptomatologique de mon patient, en fonction des derniers guidelines cliniques et scientifiques. Et voilà, en fonction de ça, je vois l'évolution et puis voilà, on attend tout simplement. C'est des maladies comme les autres, on prescrit des traitements et on voit l'évolution. Donc les évolutions généralement sont plus ou moins bonnes. Donc depuis que les patients sont arrivés, on voit quand même une bonne évolution de la symptomatologie dans tous les cadres cliniques que j'ai cités avant. Voilà. Je suppose que comme vos autres collègues, soit je parle de ceux qui sont dans la recherche, je parle aussi de ceux qui sont sur le terrain en ce moment, Oui. ils sont en train d'observer encore parce que le Covid-19, c'est tout nouveau. Je suppose que vous aussi, vous êtes dans une période d'observation. Je veux chuter un peu sur les séquelles parce que je pense qu'il est peut-être un peu tôt pour savoir exactement quel sera l'impact. Est-ce que vous pouvez déjà donner une mesure de l'impact psychologique à cette maladie sur les patients? Mais ce que vous dites est très vrai. Hein. Ce que vous dites est très vrai. On est dans quelque chose de très, très expérimental parce que au quotidien, on voit des choses qui nous surprennent nous-mêmes. Ce que ce virus peut avoir comme impact d'abord sur la santé somatique, c'est-à-dire sur la santé du corps, qui est évident. Hein. Un corps qui ne respire pas, ça va, ça ne peut pas bien fonctionner. Donc, il y a qui te perd un rein, qui perd une bonne partie de son poumon, le cerveau qui n'est pas bien oxygéné pendant un certain nombre de temps perd certaines fonctions et certaines aptitudes. Donc, nous, on voit ces choses au quotidien. On peut dire que du point de vue de la psychologie, au standard, on reçoit beaucoup d'appels, essentiellement des personnes traumatisées. Traumatisées pour diverses raisons. Traumatisées parce que tel n'a pas pu enterrer un être cher, donc faire le deuil. Donc, on est là en présence d'un cas de deuil pathologique, de deuil irrésolu. On a des personnes très anxieuses qui ont peur d'être contaminées, qui posent beaucoup de questions sur le trouble anxieux. On a des personnes qui suicidaires totalement. Donc, on a des personnes mais délirantes qui délirent, qui nous exposent une théorie du complot improbable. On a un peu de tout. On a un peu de tout ce que je vous ai cité, mais probablement les problématiques les plus plaintes les plus présentes sont celles de stress post-traumatique chez les personnes qui ont perdu un être cher ou qui ont eu quelqu'un qui a été contaminé et chez les personnes qui ont été contaminées elles-mêmes et qui ont survécu.
Donc, du coup, vous confirmez là que il y a un gros souci, il y a un gros travail à faire derrière. Parce que, par exemple, dans notre société africaine, on sait que les deuils très souvent sont hystériques. Ce sont des cris, ce sont des pleurs à tue-tête et tout le reste. Et en ce moment, non seulement on doit faire éviter de se rassembler, on doit faire moins de bruit. J'imagine que l'impact sur la santé mentale est assez important. Mais pour nos sociétés africaines, vous l'avez bien dit, Banidol, le deuil vécu de façon très démonstrative pour les Africains qui se retrouvent ici en Occident et qui perdent un être cher dans ces choses, dans cette pandémie, peuvent développer justement un deuil irrésolu, un deuil pathologique, parce que non seulement l'occasion n'est pas donnée de dire normalement au revoir à l'être aimé, mais voilà, on vit en confinement, on ne peut pas faire de bruit, on ne peut pas démontrer sa douleur. Ça laisse quelque chose d'irrésolu qui peut, dans un futur proche ou lointain, développer un trouble de santé mentale. Donc, les enjeux pour la santé mentale sont énormes. Ils ne vont pas forcément tous arriver maintenant. Maintenant, ceux chez qui on assiste, on peut avoir les premiers signes, c'est ceux justement dont j'étais en train de vous parler, qui ont été contaminés, infectés, qui ont développé la maladie, qui sont là en réanimation, qui en sortent, leurs proches. Mais dans un futur non lointain, quand la pandémie se sera résolue du point de vue de la santé publique, on aura un grand impact psychologique de la période critique. Et qu'est-ce que vous dites? Par exemple, on sait que en Afrique, très souvent, lorsqu'une personne a des troubles mentaux, on associe tout de suite ça à la folie, à la sorcellerie et tout le reste. Est-ce que vous pouvez déjà aider ici, passer un message de mise en garde aux différentes familles pour dire que voilà, il serait possible que ça arrive que des personnes aient des troubles après le passage de cette pandémie? Quel est le message que vous pouvez déjà passer? Mais voilà, il est clair que voilà, chez nous, la culture de la santé mentale relève quelque chose d'anthropologiquement très complexe. Ce sont nos us et coutumes, c'est notre manière de percevoir la vie. Maintenant, il faut se faire à l'idée que il y a des manières alternatives de percevoir la santé mentale. La psychiatrie en est une. Je peux dire aux personnes dans nos contrées que voilà, cette pandémie qui arrive avec son lot de problèmes somatiques auront des impacts sur la santé mentale de beaucoup de gens, même dans nos contrées, et qu'il ne faut pas toujours associer ça à ceux dont on a toujours associé la folie ou la perte de voilà. Je ne sais pas trop à quoi on associe, mais on associe à tellement de choses que j'en perds le compte. Voilà, ça peut toucher tout le monde. Il faut se rapprocher des professionnels, des psychologues, des psychiatres, des aides en santé mentale pour avoir un soulagement. Et je n'exclus pas, hein, dans nos sociétés, il y a des gens qui ont un savoir-faire qui n'est pas forcément le savoir-faire de notre psychiatrie moderne, mais qui ont un certain savoir-faire en santé mentale. Bon, chez ceux qui n'ont pas la possibilité de joindre la médecine moderne de la santé mentale peuvent se rapprocher de ces personnes. Mais voilà, en connaissance de cause, les personnes qui font bien ce travail, elles sont généralement connues. Donc voilà, il faut mettre en garde dans nos Donc, contrées, comme vous avez dit. Oui. d'ailleurs, comme vos autres confrères que j'ai eu le plaisir d'accueillir ici, à mettre toutes les forces ensemble, c'est-à-dire le savoir-faire local et le savoir-faire moderne. Il faut que c'est le moment de se mettre main dans la main et d'avancer. C'est bien ça, docteur. Sans doute, Monsieur Banidol, c'est deux savoirs qui sont complémentaires et en Afrique quelquefois même supplémentaires parce que voilà, la médecine moderne ne touche pas toujours toutes les couches de la population et toutes les contrées les plus reculées. Donc, la médecine traditionnelle vient ici être son supplément. Mais c'est deux médecines totalement complémentaires. Elles ne sont pas nécessairement opposées l'une à l'autre. C'est pas mon propos et ça ne devrait pas être le propos de tout spécialiste. Maintenant, on peut avoir des reproches à faire à notre médecine moderne sur bien d'égards, à bien d'égards, et justement une absence criade de documentation et d'expérimentation, parce que l'expérimentation directe, donc observation, développement, expérience, loi. Donc, on n'a pas cette manière de faire. On fait un petit peu de transmission comme ça de personne en personne. Pourtant, on devrait développer un vrai savoir-faire dans ces domaines qui serait une très belle alternative à ce qu'on fait maintenant. Une sorte de protocole à suivre qui pourrait éventuellement aider toute personne qui voudrait s'approcher Voilà, de cette science-là de façon voilà. facile.
un peu ce que vous avez dit, parce que vous avez parlé de médecine moderne, je pense, et vous avez plutôt détaillé, vous avez donné des détails sur la médecine, je veux dire traditionnelle, l'approche locale et traditionnelle, cette fois, il l'a qualifié ainsi. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs, merci pour vos différentes interventions. Nous sommes en train d'y arriver. Il y a tellement de questions. Merci pour cette participation. Nous allons les éplucher au fur et à mesure. Alors, docteur, on va tout de suite passer à une question assez importante. On se rend compte que par exemple, actuellement où des personnes sont confinées, il y a beaucoup plus d'interactions, il y a une présence forcée de l'autre. Quand on sait que la journée de 24 heures est parfois divisée en 3-8 heures de travail, on le dit souvent 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Dans la réalité, ce n'est pas toujours ça. Mais actuellement, on demande carrément de passer 24 heures là, seul, en supposant que en éliminant les 8 heures de travail, on se retrouve à passer un bon moment de la journée avec les proches. Et d'ailleurs, on constate qu'en France, on décrit une augmentation de 36%, par exemple, de cas de violence conjugale. Il faut d'abord dire que en France seulement, il y a 220 000, on plaint 220 000 femmes Oui. adultes sont victimes de violences physiques. Actuellement, le nombre est en nette augmentation. À Paris, c'est à 36%. En Belgique également, il se disait pendant les périodes de confinement et tout que les appels, c'était beaucoup plus pour des cas de violence physique sur les personnes. Donc, du coup, à Trieste, et par exemple, ici en Italie, il y a le maire qui a dit, OK, la personne qui devrait quitter la maison dans cette période-là, ça devrait être la personne violente. Donc, si c'est un mari, il devra quitter la maison. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette recrudescence de violence? Mais, Monsieur Badiol, vous savez, avec la fonction de nutrition et la fonction de reproduction, la fonction de relation est la troisième grande fonction de l'humain. Donc, l'humain a trois grandes fonctions, nutrition, reproduction et relation. Donc, dans le cadre de la distanciation sociale, il y a une fonction phare du comportement humain qui est bouleversée, c'est la fonction de relation. La fonction de relation est bouleversée tout simplement en excès ou en manque. En manque, c'est-à-dire qu'on nous a distancés de certaines fréquentations, de certaines relations. En excès, on nous a excessivement rapprochés de certaines relations qui n'avaient pas le même nombre, voilà, n'avaient pas la même fréquence. Donc, quand une fonction humaine est bouleversée, il y a toujours une manifestation. Donc, la maladie psychologique, la maladie mentale, donc irritabilité, impulsivité, tout ça, c'est une maladie de la fonction de relation. Donc, une fois que la fonction de relation est chamboulée, on peut comprendre que, voilà, on puisse développer un trouble mental. L'irritabilité excessive, c'est un prélude au trouble anxieux ou à la dépression. Donc, quand on nous confine avec une compagne ou avec un compagnon ou avec des enfants qui passent généralement 8 heures, comme vous l'avez dit, à l'extérieur de la maison, on se voit le soir quelques heures pour prendre un repas ensemble et aller se coucher et recommencer la même chose. Et puis le week-end, on peut sortir de la maison tranquillement. Ça peut masquer certaines choses. Mais quand on est obligé de se fréquenter, voilà, on commence à percevoir le détail des défauts. Déjà qu'on se sent en prison, on se sent confiné. Donc, entre cette relation qui manque et cette relation en excès, on développe une certaine irritabilité et finalement une impulsivité. Il n'y a pas qu'en France que le nombre d'agressions intraconjugales a augmenté. En Belgique, un peu partout en Occident, on en est également là. Dans les deux sens, hein, la violence de l'homme envers la femme comme la violence des femmes envers les hommes. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est la violence envers les enfants. Parce parce qu'en cette période où les écoles sont fermées, eux, ils ne peuvent pas se plaindre, mais il y a une violence envers les enfants qu'il faut signaler. Les parents irrités peuvent justement, on va dire, entre guillemets, se défouler sur l'enfant sans défense. Et maintenant, dans des cas comme ceux-ci, qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Qu'est-ce qu'il faille faire pour éviter d'arriver aux extrêmes, en fait? Donc, avant de venir sur le conseil, je voudrais également ajouter quelque chose sur l'explication de l'augmentation de l'irritabilité. Donc, je faisais remarquer avant l'émission à un ami qui m'appelait que
On avait mené un petit sondage dans, dans les magasins pour voir un petit peu ce que les gens prenaient en réserve pour cette période de confinement. Les papiers hygiéniques venaient en tête. On se demande toujours pourquoi. Moi, jusqu'à présent, je me demande pourquoi. Je ne sais pas si les gens ont peur de mourir le cul sale, excusez-moi. Donc, le papier hygiénique venait en tête. Donc, le papier hygiénique venait en tête, mais en deuxième position, c'est les boissons alcoolisées qui venaient. Donc, vous savez que les boissons alcoolisées, c'est la première drogue domestique la plus répandue dans le monde, la plus acceptée, la plus tolérée. Donc, il y a justement cette alcoolisation excessive. Vous vous imaginez quelqu'un qui n'avait le temps que le soir pour boire une bière et d'aller au lit. Ben maintenant, il a toute la journée pour boire une, deux, trois, quatre bières. C'est une substance toxique, l'alcool. Donc, cette consommation augmentée d'alcool peut être également responsable de l'augmentation de l'irritabilité, de l'agressivité intrafamiliale. Donc maintenant, les conseils qu'on peut donner, par ceux qui boivent. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils boivent justement pour noyer les soucis. C'est une façon pour eux de retrouver facilement le sommeil et un état d'extase, si on va dire comme ça. Oui. Est-ce que ça ne s'explique pas aussi par là? Oui, oui. L'alcool a un effet sédatif dans un premier temps, mais les gens ne se demandent pas ce que ça devient l'alcool après que ça ait induit le sommeil, que ça ait voilà, provoqué ce moment ce moment, on va dire, pacifique, ce moment d'apaisement. Il y a un rebond justement qui peut se manifester par cette irritabilité, cette impulsivité, cette agressivité. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que on noie le souci qui est comme une vessie et puis il ressort, il rebondit de façon assez violente en agressivité, en impulsivité, en irritabilité lorsqu'il y a plus l'alcool, lorsque ce n'est plus actif. Voilà, on va dire bonsoir comme ça à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Merci pour toutes vos interventions. Je suis en train de les lire en temps réel. Rostand Fonjo qui dit bonsoir petit frère. Thomas Fissankara, bravo. Les deux médecines sont complémentaires. Merci à vous. Il y a la Férénité Schaffeuse qui dit il y a des gestes à faire pour réduire l'impact du confinement sur un individu. Si oui, lesquels? Est-ce qu'il y aurait des comportements à adopter afin d'éviter ou bien de réduire les effets du confinement, docteur? Bonsoir Férénis. Oui, il y a des gestes à faire. Vous savez, dans le confinement, il y a une certaine peur qui est alimentée par l'excès d'informations. C'est-à-dire que puisqu'on est confiné, on a à disposition les réseaux sociaux et toutes les sources d'informations. Ça vient par avalanche, les informations, et essentiellement les informations qui stimulent sans cesse la peur. C'est l'essentiel des informations. Donc, et d'autres d'autres informations qui par contre stimulent excessivement l'espoir. On a tous vu circuler ces informations où ça annonçait l'apocalypse, ce virus qui a été créé, qui va décimer l'homme, et en même temps, du coup, on reçoit ces autres qui, voilà, on a qu'à piler quelques feuilles de ndolé, de l'ail, du gingembre, du citron, on va boire et tout ira bien. Donc, on met les gens dans un ascenseur émotionnel qui est aussi responsable des décompensations des états mentaux. Donc, on doit chercher une certaine constance. Donc, déjà, limiter ces sources d'information, limiter ces accès à certains réseaux d'information. Généralement, ce qu'on conseille, c'est de choisir une source de médias sûre, comme on peut le faire sur Vision Channel Africa, écouter chaque soir, par exemple, la même source d'information pour avoir un fil d'actualité plus conséquent, plus évident et plus explicable finalement. Chercher la constance, pratiquer des exercices de respiration, voilà, parce qu'on a l'impression d'étouffer quand on est confiné, des exercices de respiration. Donc inspiration profonde, blocage pour une trentaine de secondes et expiration quand on se sent vraiment étouffé. Donc pratiquer des choses intérieures qu'on a l'habitude, qu'on aime faire. Il y a des gens qui aiment cuisiner, il y a des gens qui aiment bricoler, il y a des gens qui aiment voilà, pratiquer ces choses, pratiquer la lecture pour ceux qui aiment lire, éviter les boissons alcoolisées, comme je le disais tantôt, éviter au maximum les boissons alcoolisées
et les aliments excessivement sucrés et excessivement gras, parce qu'ils sont aussi responsables de lourdeur et finalement d'irritabilité aussi, surtout chez les enfants. Éviter chez les enfants les sources de sucre trop rapides, les bonbons, les chocolats, même chez les adultes aussi d'ailleurs. Donc, voilà. Ok. Il y a votre collègue qui dit c'est le docteur Sandra Donfa qui dit quels conseils donnez-vous aux médecins généralistes pour aider leurs patients? Nous recevons beaucoup d'appels en ce moment et parfois on ne sait pas quoi dire. Oui, bonsoir Sandra. Euh, je comprends, c'est la première ligne, les médecins généralistes. Je pense qu'ils envoient des vertes et des pas mûres en cette période. Euh, il faut rassurer le patient, c'est-à-dire que quand on reçoit un coup de fil, il faut faire comprendre au patient qu'on est là pour lui et qu'on va l'écouter. Et même si on ne peut pas l'écouter, on doit le réorienter vers nous. Nous, on s'est préparé pour ça. On peut les réorienter vers les hôpitaux psychiatriques, les centres d'accueil psychiatrique. Il y a des numéros qui circulent. Les médecins généralistes, personnellement, devraient s'informer de ces choses. Donc, il y a des lignes téléphoniques ouvertes pour l'écoute des personnes en souffrance, pour l'écoute des personnes en questionnement. Donc, il y a les listes qui sont, il y a des centres qui sont ouverts, des centres d'écoute téléphonique qui sont ouverts. Mais en cette période de crise, oui, on doit privilégier le confinement, de rester à domicile. Mais si vraiment quelqu'un sent que ça ne va pas, les hôpitaux psychiatriques sont ouverts. Hein. Il vient, on va l'écouter, on va voir si ça nécessite une hospitalisation, ou ça nécessite une prise en charge hospitalière. On est toujours ouvert, on le prendra s'il le faut. Ah, ok. Et il y a cette question de quel est DGM qui va dans le même sens. Il dit, je m'avance peut-être, mais je vais poser une question sur ce rester en quarantaine ou confinement pour éviter un boom de consultation psy. Que peuvent faire les médecins d'autres disciplines pour aider les patients qui sortiront de ce confinement? Je crois que vous avez en quelque sorte répondu à cette question déjà. Oui, oui, bien sûr. Dans Mais il faut savoir que un peu partout, hein, la psychiatrie va se reformer. On est déjà en train de réfléchir. Les états généraux de la psychiatrie sont déjà en train de réfléchir sur l'après-pandémie parce qu'on sait, on sait à quoi s'attendre. Je vous ai dit à peu près à quoi on va s'attendre dans les prochains mois. Donc, on est en train de se préparer. Il y aura des centres d'écoute, il y aura une augmentation des consultations, d'heures de consultation. On est en train de se préparer pour accueillir la période post-critique au niveau de la psychiatrie. J'imagine que ce sont des mesures qui sont prises ici. Est-ce que vous avez écho de ce que vos collègues font en Afrique? Est-ce que vous êtes en contact avec quelques psychiatres dans un pays africain? Oui, on a des contacts, même si ce ne sont pas très réguliers, avec d'autres confrères au Cameroun, à Jammo et à l'hôpital La Quintini. Écoutez, la pratique de la psychiatrie, elle trouve un peu, voilà, elle est un peu le fruit des moyens qu'elle trouve. Hein. Je veux dire, au Cameroun, je comprends que la psychiatrie n'occupe pas une place de choix dans la prise en charge de la personne. Eux, ils font un petit peu avec ce qu'ils ont. Pour le moment, ce n'est pas eux qui sont à l'avant-plan. Ils ne sont pas particulièrement sollicités. Pardon? Docteur, est-ce que vous voulez par là dire que c'est un luxe d'avoir, que de dire qu'on va consulter un psychiatre ou un psychologue? Écoutez, vous me posez une belle question. Un luxe, non. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe. Mais voilà, ce n'est pas tellement ancré dans notre pensée quotidienne, dans notre pensée, dans notre manière de faire, que ça devient quelque chose d'exceptionnel, il faut l'admettre. Ça devient quelque chose d'exceptionnel. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vulgariser aussi. Donc, c'est notre rôle à nous de vulgariser cette manière de faire les choses, qui quand même aide l'être humain. Ça l'aide, je peux le dire. Ok. Et sachant que ça travaille, c'est sur le cerveau que vous travaillez, Oui, qui est l'organe principal oui. comme ça, de l'être humain. Il y a Armel Moifo, on revient sur sa question qui nous disait quel impact psychologique peut-on avoir pour un Camerounais du village? Bon, je sais. Bonsoir, Amel Moafo, bonsoir, cher frère. Écoute, le Camerounais du village, ça dépend de quel village. Donc, Je vais, docteur, excusez-moi, je vais vous oui. couper pour passer à une autre question qui dit une question donc, vous ne pensez pas qu'en faisant un confinement général, mentalement, cela ne dérange pas? Ça, c'est une autre question. Donc, si vous pouvez, c'est l'autre Ouais. question. Je commence par la deuxième, un peu plus technique. Je reviens sur la question d'Amel Moafo.
En confinement général, est-ce que ça ne dérange pas? Écoutez, je suppose que l'internaute ou le téléspectateur, il est dans, dans l'idée de nous tous on a échoué, donc ça va, ça ne dérange personne. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les gens vivent les choses de façon différente. Chacun a une manière de vivre l'impact, un impact que la vie peut lui causer. C'est pas parce que tout le monde est confiné que le confinement en appelle certains. Il y a des gens qui souffrent de ne pas pouvoir sortir. Il y a des gens qui souffrent juste à l'idée de savoir qu'ils ne vont pas sortir, peu importe ce qui arrive aux autres. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un confinement généralisé, ce n'est pas parce que tout le monde est mort qu'un deuil ne fait pas mal. C'est-à-dire que il faut être très attentif avec ça, il faut faire attention avec ça. Donc, confinement généralisé, oui, peut-être que ça peut avoir moins d'impact vu comme ça généralement. Bon, quelqu'un se dit que ouais, les autres ne sont pas des lions, je suis pas des lions. Mais il y a des gens qui ne le supporteront pas, qui ne l'accepteront pas. C'est comme ça, il y a des gens qui sont faits, il y a des personnes qui sont faites comme ça. C'est les variabilités personnelles. Ok, on va rappeler à ceux, je vous demande et à vous qui êtes connectés en ce moment, je vous prie de partager massivement dans vos groupes, sur vos différentes plateformes. Pourquoi pas mettre le lien même en statut sur WhatsApp et ainsi ça permettra que les autres nous rejoignent aussi facilement. Merci de continuer de poser vos questions. Je vais tout de suite en trouver une autre. Il y a, voilà. Des gestes pour réduire, ça c'est OK. Hugues Quinfa, comme vous dit, ah, voilà, Hugues Quinfa, c'est un des fidèles, merci d'être toujours. Ouais. Il y a Thomas Fisankara qui dit comment exploiter la complémentarité entre les deux médecines modernes et traditionnelles dans la recherche d'une thérapie au COVID-19. Je suppose qu'on est dans votre cadre, hein, bien dans le cadre de Même dans le cadre de la médecine générale, oui. Comment bien exploiter ça? Bon, c'est une belle question. Comme je vous ai dit, la médecine traditionnelle a le souci principal, pas d'efficacité, mais le souci principal de documentation et de protocolage des méthodes. On peut déjà commencer par là avec la médecine traditionnelle, c'est-à-dire que avoir la mesure des choses. C'est-à-dire que quand on ne va pas se limiter à dire prendre un citron et une gousse d'ail. On va se dire prendre un demi-gramme de jus de citron et 15 mg d'ail, par exemple. C'est pour dire. Donc, il faut qu'on soit dans le mesurage, comme ils appellent. Donc, on doit être dans le mesurage et un peu plus de précision. Donc, avec ça, on saura que, voilà, ceux qui auront le moyen d'un n'auront pas le moyen d'autres, pourront choisir ce qu'ils veulent choisir. Ou bien ceux, voilà, les autres pourront faire le choix et ceux qui n'auront pas les moyens d'un auront forcément les moyens de l'autre. Donc, c'est un peu en ça qu'ils peuvent être complémentaires et même supplémentaires. Donc, la médecine traditionnelle a encore besoin de se protocoler mieux. Et maintenant, dans le cas spécifique du COVID-19, puisqu'on est en urgence absolue, je pense qu'on devrait plus mettre le penchant sur la médecine moderne quand même, parce qu'ici, on est dans une urgence absolue. On n'a pas le temps d'attendre, on n'a pas le temps de faire tout ce que je viens de dire. On doit observer les mesures de santé publique telles qu'elles ont été dictées par l'OMS, confinement, port du masque, lavage des mains, éternuement dans les coudes, distanciation sociale. Le temps que ça passe maintenant après, justement, vu que le Covid-19, c'est un fouet qui a un petit peu giflé l'humanité, la science, on pourrait s'asseoir et réfléchir de cette gifle qu'on a reçue et pour mettre en place ce qu'on pourra faire éventuellement si l'humanité venait à être réexposée à ce genre de choses. Ok, je prends cette intervention de Esti Kati qui a d'abord parlé de la pyramide de Maslow. Je crois que c'est tout à l'heure quand vous étiez en train de parler de nutrition parce qu'elle dit so as we are all in confinement, we need to fulfill first of all that psychological need, nutrition before the physiological one. Et puis elle dit physiological first and then psychiatric after. Donc, elle confirme simplement qu'il faille d'abord bien se nourrir et ensuite on prendra soin de la santé mentale. Est-ce que c'est pas quelque chose à faire au même moment, docteur? C'est-à-dire oui, bien sûr. Les deux ne sont pas nécessairement opposés. On peut faire tout ça en même temps. Le corps, il est un. Hein, le corps, comme on dit, ce n'est pas que le corps, c'est l'esprit aussi. Donc, on doit prendre soin de la santé de son corps et aussi de son psychique. Donc, on peut faire tout ça. On doit faire tout ça. D'ailleurs, ce qu'on mange a un fort impact sur notre psychologie, sur notre psychique. Quand on boit de l'alcool, par exemple, ça a un impact sur notre irritabilité, sur notre nervosisme.
Quand on mange trop sucré, ça a un impact sur notre sommeil. Quand on boit du café, ça nous rend nerveux. Ou bien, voilà. Il faut savoir que ce qu'on mange a un impact très, très, très important sur notre manière d'être et d'être dans le monde et de le percevoir. Ok, on prend cette question de William Foyette. Ensuite, on passera au docteur Djanga Tomé-Ivan Hervé, que je salue d'ailleurs, qui dit, William Foyette qui demande, c'est quoi la différence fondamentale entre psychologie, entre le psychologue et le psychiatre? La psychologie, c'est une science humaine qui travaille à la compréhension du portement humain. Vous savez, le portement, c'est le mode d'être sans contexte, c'est-à-dire que comment quelqu'un est, comment est-ce qu'il avance dans le monde. C'est comprendre la personne et lui donner les clés à lui de sa compréhension. C'est là la psychologie. La psychiatrie, c'est une science médicale. Donc, à différence de la psychologie qui est une science humaine, la psychiatrie est une science médicale. Donc, il y a déjà ici la notion de soin qui étudie et traite des maladies de santé mentale, des maladies mentales qui sont nombreuses et qui apportent des solutions à la santé mentale. Donc, ça étudie le comportement, c'est-à-dire le mode d'être dans un contexte. Par contre, le psychologue, lui, n'étudie que hors contexte. Le psychiatre, lui, l'étudie dans le contexte. Donc, ici et maintenant, pendant le confinement, on fait comment? Pourtant, le psychologue, lui, il étudie la personne telle qu'elle est, hors contexte. Donc, le psychiatre, lui, est appelé à traiter des problèmes. Le psychologue, lui, il est amené à comprendre et à donner les clés de compréhension à la personne. Voici comment tu es, hein, voici comment tu es dans le monde, voici comment tu agis. Le psychiatre, lui, il doit savoir d'abord ces choses. Voici comment tu es, voici comment tu agis. Maintenant, quand ça ne va pas, quand je vois des choses qui ne devraient pas être, quand j'entends des voix que je ne devrais pas entendre, ça, c'est la psychiatrie. Donc, dans un contexte, comment est-ce que je dois faire? Je dois me soigner. Et ça, c'est le psychiatre qui soigne. Donc, le psychiatre, c'est un médecin qui soigne des problèmes de santé mentale. Et le psychologue, c'est un scientifique de la science humaine qui aide l'être humain à se comprendre et éventuellement à s'améliorer. Ok. Cette autre question du docteur Djanga Tomé-Ivan qui dit, est-ce que, vu la situation qui prévaut, vous avez déjà une augmentation de consultations? Si oui, quelles sont les dispositions prises durant les consultations? Merci. C'est un médecin qui demande, Oui, oui. qui pose cette question. Oui, bonsoir, docteur Ndjanga. Alors, on a une augmentation du nombre de consultations. On privilégie la téléconsultation. Donc, première des choses. Si au standard, on sent que ce n'est pas quelque chose d'assez grave, on a les critères de gravité basés sur des brefs petits questionnaires, c'est-à-dire que quand la personne appelle, on lui pose 4-5 questions très rapides, en 30 secondes, en 30 secondes, c'est bouclé, on sait si c'est grave ou pas. Donc, en fonction de ça, on privilégie une téléconsultation ou pas. Lorsqu'il n'y a pas de possibilité de téléconsultation, ben on fait venir le patient, comme je vous ai dit, il vient à l'hôpital, on le reçoit, on prend sa température, on l'interroge sur un certain nombre de signes et des symptômes. Ben le soignant se protège, il propose un masque aux patients qui arrivent, un masque de protection, et puis des mesures d'hygiène sont observées, utilisation du gel, distanciation sociale pendant l'entretien, et puis voilà, s'il faut hospitaliser, on va l'hospitaliser. Sinon, on le renvoie à la maison avec un traitement de suivi à la maison. On a ce qu'on appelle des équipes mobiles qui suivent ça, qui vont sur place chez le patient une fois par jour, par semaine, en fonction de la gravité, pour voir le patient, pour voir si voilà les traitements qui ont été prescrits et administrés portent leur effet et voilà quel sens doit prendre la suite de la prise en charge. Voilà. On a Estikati qui dit au Cameroun, le marabout remplace le psychiatre. Ça, je. Armel Mohamed qui dit, docteur, ma deuxième question concernait le OCAM, où on a découvert un foyer du Covid-19. Il y a Lydie Laure que nous saluons, bien sûr, qui dit, exact, je souffre tellement à l'idée de penser que je ne pourrai plus sortir. C'est assez révélateur, ça. Ouais. Souffrir à l'idée seulement de Oui, c'est savoir. l'idée, ouais, bien Parce sûr, que c'est ce que je disais. Hein. il y a un phénomène qui est assez étrange qu'on constate et je pense que ça devrait, peut-être que vous en direz plus sur ce que je vais dire. Il y a des personnes qui sont casanières, qui sont habituées à rester à la maison, mais dès qu'elles se sentent forcées de rester à la maison, bien ça sûr. devient un problème. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que je vous disais, l'idée de savoir qu'on est privé de liberté
est encore plus dangereuse que la privation de liberté elle-même. Ok. Ça, il faut être un spécialiste pour vous, comme vous, pour le comprendre. Il y a Rugos qui dit, ouais, Rogos, le prince qui dit bravissimo, explication claire et limpide sur cette différence. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. Ah non, docteur Sandra qui dit ok, merci. Une autre question. Une médication en cette période est-elle recommandée en ce moment? Une médication. Alors, puisqu'on n'a pas un public Elle est médecin, hein, oui, oui. Puisqu'on on a un public un peu profane elle aussi, est. d'accord. Je comprends le docteur Sandrine Nonfac, oui. Une médication en ce moment, le tout dépend de la symptomatologie et de l'évolution et des personnes. C'est-à-dire que, voilà, d'habitude, les médecins généralistes qui sont en première ligne comme elle, quand les patients arrivent avec un trouble anxieux, ils ont tendance à donner des benzodiazépines. Euh, Moi, personnellement, je dirais oui. Si quelqu'un arrive en cette période de confinement et qu'il présente des symptômes très anxieux, une peur incompréhensible de la contamination, de l'hypochondrie, c'est-à-dire que la personne souffre de maux qu'il n'a réellement pas, on peut déjà commencer, oui, par donner des benzodiazépines. Mais je pense que voilà, on doit se limiter à ça et renvoyer chez le psychiatre, et réorienter chez le psychiatre, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on est en train de vivre et il ne faut pas que voilà, on se rue sur les médicaments et qu'on n'en sorte plus. Ok. Donc, docteur Sandra, j'espère que votre question a été, vous avez eu réponse à votre question. Maintenant, Rostan Fondjoki dit pourquoi le Covid-19 a-t-il surpris l'humanité? On a pourtant eu des antécédents avec le SRAS, le virus H1N1 et Ebola. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, docteur? Mais oui, les pandémies, quand on parle de surprise, c'est les demi-surprises, hein. Mais voilà, on sait tous que c'est une mutation génétique virale qui a porté à un nouveau type de virus, donc une combinaison entre une colonie virale qui était chez les animaux, on pense que c'est du pangolin ou les chauves-souris, et qui a rencontré une souche humaine d'un virus qui existait déjà, qui ne causait pas de gros problèmes aux gens. Donc c'est un petit peu une combinaison entre ça, mais on ne peut pas prédire avec exactitude quand est-ce qu'aura lieu la combinaison, par qui ça va entrer et tout. Donc, finalement, on peut pas vraiment prévoir. On peut pas prévoir. Donc, dit qu'on a été surpris, oui, une demi-surprise, mais je ne pense pas qu'on pouvait faire autrement. Ok. On prend cette autre question de Louis Mathurin qui dit bonsoir à vous. Bonsoir Louis Mathurin. Bonsoir à vous deux et félicitations pour votre émission. J'ai une question pour le docteur Djokwe. Que faire avec nos enfants pendant ce temps de confinement car ayant quatre enfants constamment à la maison, c'est Mathurin du Canada. Oui. Oui, avec les enfants, il faut privilégier les activités ludiques, c'est-à-dire que les jeux, les enfants aiment jouer, c'est-à-dire que c'est leur perception du monde, c'est la meilleure manière pour l'enfant de se retrouver dans le monde. Même s'il faut que les enfants continuent à étudier, il faut trouver le moyen de faire que ce soit ludique, qu'ils le font en jouant. Donc c'est un petit peu aux parents de développer de l'ingéniosité pour faire que les enfants continuent à s'appliquer à leurs études, mais en jouant. Pour ça, il y a des plateformes qui peuvent aider dans chaque pays. Je ne sais pas ce qui est prévu au Canada, mais ici, en Belgique, en France, il y a des plateformes qui sont là pour donner des petites idées aux parents, pour leur permettre d'entretenir les enfants de façon ludique en jouant avec les enfants, justement pour diminuer l'impact du confinement sur eux. Parce que eux aussi, il y aura beaucoup d'impact du confinement pour les enfants. Il faut bien expliquer aux enfants ce qui se passe. Ne pas penser qu'ils ne vont pas comprendre. Il faut leur dire qu'on est à la maison, ils ne vont pas à l'école parce qu'on a fermé les écoles, on a fermé les écoles parce qu'il y a une pandémie, il y a une pandémie du coronavirus, on leur explique ce que c'est que le coronavirus. Il y a des animations pour enfants pour qu'ils comprennent ce que c'est. Il faut leur expliquer tous les jours s'il le faut avant de commencer les activités. Il faut bien expliquer aux enfants. Parce qu'on a tendance à les négliger, à croire qu'ils ne se posent pas de questions, à croire qu'ils vivent la chose de façon sereine. Pourtant, ce n'est pas vrai. Le monde imaginaire des enfants est très peu fourni. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à mettre en place. Donc, quand un enfant voit quelque chose qui n'est pas habituel,
il est très facile qu'il attribue ça à quelque chose qui ne soit pas vrai, parce que son monde imaginaire n'est pas comme le tien, n'est pas comme le mien, parce qu'on a vécu beaucoup plus d'années. On peut mettre beaucoup de fantasmes dans ce que nous, on trouve de pas original, de pas habituel. Donc, par contre, eux, ils n'ont pas ça. Donc, du coup, il faut leur dire les choses, il faut leur parler. Donc, il faut parler avec les enfants, leur dire ce qui se passe et privilégier l'activité ludique. Diminuer En l'exposition. quelque sorte, c'est une autre école. Oui, donc diminuer l'exposition aux écrans chez les enfants, parce que plus de 3 heures d'exposition d'écran chez les enfants, ça les rend irritables et nerveux. Donc, imaginez en cette période de confinement, généralement, c'est ce que les patients font pour avoir un peu de paix. Les patients doivent se sacrifier un petit peu, donc diminuer l'exposition aux écrans. Plus de 3 heures, ça devient nocif pour les enfants. Je crois que le conseil est très clair, très cher parents, très cher followers. Je vous prie encore de partager au maximum. On est en train de discuter avec un psychologue, lui qui prend soin de nous, qui prend soin de notre santé mentale. Je vous prie de poser toutes vos questions. Nous allons les prendre au fur et à mesure, comme nous le faisons d'ailleurs. Et bien entendu, dans la mesure du possible, le docteur, que nous remercions d'ailleurs grandement de nous avoir donné de sa disponibilité, il répondra tout de suite. Voilà, il y a Louis qui dit merci à vous, qui vous dit un grand merci à vous, docteur. On a Estikati qui dit quand on n'a pas de quoi manger, aura-t-on le temps de penser quoi choisir comme nourriture? On doit ou de réfléchir si je mange trop, je vais grossir. As I previously said, psychological needs, non, physiological needs first. Elle insiste qu'il faille bien manger, hein, tout simplement, il faille bien se nourrir. Par contre, il y a Marlène Thiambo qui dit pas de benzo, ça amène des dépendances, privilégier des produits naturels. Docteur, je lève la main, c'est à vous. Hein. Bon, chacun fait un petit peu ce qu'il sait faire. Certainement, elle a une expérience avec les produits naturels. C'est clair que les benzos développent des dépendances comme beaucoup d'autres choses. Mais voilà, je pense que la question était bien dans un cadre. Donc, je répondais de donner les benzos par rapport à un cadre bien précis. Donc, et j'ai bien dit de ne pas déborder avec l'administration des benzos et qu'il fallait réorienter chez le psychiatre. Maintenant, les produits naturels, il y en a beaucoup. Comme je vous ai dit, le gros problème c'est que il n'y a pas de protocole sur lequel je puisse m'appuyer pour dire avec certitude qu'en donnant ci et en donnant ça, je peux obtenir tel résultat. Même si, à l'évidence et à l'observation comme ça, basée sur l'empirisme, il y a beaucoup de produits qui marchent. La passiflore, la camomille, il y a beaucoup de choses qui marchent. Mais voilà, quand est-ce qu'il faut donner, comment est-ce qu'il faut donner, ce n'est jamais très clair. D'accord. Prenons cette autre intervention de Dithieu qui dit salut Banidol, salut Dithieu, bonjour docteur Djogoué. Ma question, quel peut être l'impact du confinement sur les femmes rurales en Afrique, Cameroun? Merci. Bonjour, bonjour. Quel peut être l'impact? Bonjour, Gentio. C'est Dithieu. Oui, donc je le salue en passant. Ben, l'impact du confinement sur la femme rurale au Cameroun, par exemple, ça, c'est une très belle question. C'est une question d'abord d'ordre social. Est-ce que la femme rurale acceptera d'être confinée? Bon, mettons l'hypothèse qu'elle accepte finalement qu'il faut qu'elle reste chez elle 2, 3 semaines pour qu'un virus qui vient de la Chine ne la contamine pas et qu'elle meure. Donc, ce sera très difficile à expliquer. Donc, admettons qu'elle accepte. Donc, elle accepte et qu'elle reste chez elle. C'est une femme qui vit au jour le jour. Donc, elle vit de ce qu'elle a recueilli le jour même ou la veille. Elle n'a pas, les facilités qu'on peut avoir, l'eau, l'électricité. Donc, voilà, la femme rurale va doublement souffrir. Maintenant, ça va dépendre de ses capacités de résilience, c'est-à-dire ses capacités d'acceptation personnelle d'une mesure qui la prive de liberté. Mais voilà, ça ne sera pas sans impact psychologique parce que ne pas pouvoir faire sa vie de tous les jours, ne pas pouvoir se nourrir à sa guise, ne pas pouvoir nourrir ses enfants à sa guise, ça rend quand même triste, ça rend au moins anxieux. Donc, on aura au moins une anxiété réactionnelle chez ces femmes, mais qu'il ne faut pas forcément, sur lesquelles il ne faut pas forcément sauter pour traiter.
Parce que quand même, chez nous en Afrique, il y a ce qu'on appelle la niche affective, c'est-à-dire que l'entourage de la personne est souvent quand même bien fourni. On a des gens à qui parler, des gens à qui s'adresser, des gens de qui se rapprocher pour atténuer les souffrances psychiques. Donc voilà, je pense qu'il y aura un impact, mais qu'il ne faille pas s'affoler plus que ça. Il ne faut pas s'affoler plus que ça. Il y en aura certainement un peu plus grave à ce moment-là. Voilà, elle peut se rapprocher d'un centre de santé pour que voilà, pour qu'on l'oriente chez peut-être un psychiatre s'il le faut. Mais je ne pense pas qu'on en arrivera là chez les personnes en milieu rural. Vraiment, espérons-le. On prend cette autre intervention de Yellow Diamond Foy qui dit quel conseil donner aux femmes qui se retrouvent confinées avec des maris violents et irritants? Alors, ça, c'est Docteur, une très c'est à belle vous. question. C'est une très belle question. On abordait ça en début d'émission. Donc, la redéfinition de la relation a fait que les gens qui étaient avant distants par le travail se retrouvent enfermés dans la même maison. Donc, du coup, les défauts apparaissent de façon un peu plus grave, de façon un peu plus précise. Et les gens commencent à voir ce qui ne va pas chez l'un, chez l'autre. Ça augmente l'irritabilité, les tensions entre les personnes, l'impulsivité, et ça se termine par de la violence. On a même eu un cas de décès dernièrement. Donc, il faut toujours se mettre en tête qu'on est en période difficile et la première réponse se trouve dans le langage qu'on peut tenir. On doit chercher un langage apaisant et conciliant en tout temps, pratiquer la distanciation même dans la maison. Chacun doit pouvoir avoir à l'intérieur de la même journée des moments où il est seul dans un coin de la maison, il est tranquille, il est en retrait, reclus. Surtout si on sent que voilà, on commence à ne plus s'entendre sur qui va zapper la télécommande, on va mettre quelle chaîne, on va regarder quel film sur Netflix. Donc chacun, hein, on a tous des devices, hein, des téléphones, des tablettes. Chacun peut se mettre dans un coin pour un moment pour détendre un peu l'atmosphère. Moi, je pense que verbalement, il ne faut pas de l'agressivité verbale parce que tout part du verbe et ça finit dans les coups. Donc, il faut un verbe apaisé, de la distanciation sociale même dans la maison, donc prendre ses distances, du recul, surtout lorsqu'on sent que la tension monte. Même s'il n'y a pas de tension, à l'intérieur de la même journée, chacun devrait avoir son moment de répit, son espace un peu personnel pour voilà, pour faire ce qui lui convient, pour souffler tout simplement. Voilà. Merci bien, docteur. Dites-tu qui dit justement, je parlais d'impact psychologique. Merci beaucoup. Bravo, docteur Bano. Je suppose que vous comprenez. Alors, Esti Katsi qui dit, si le besoin physiologique n'est pas d'abord rempli nutrition, alors sachez que ceci aura un impact très négatif sur celui psychiatrique. Donc, pour diminuer et voire même pouvoir contrôler le boom psychiatrique qui surgira après la crise, il faut se focaliser maintenant d'abord à chercher à aider les populations à remplir les besoins physiologiques. C'est un avis qui compte Bien sûr. et je pense que c'est beaucoup plus ça ne reste pas qu'au nord, hein, ça ne reste pas que, disons, dans la zone européenne, parce que justement, y a eu des vidéos dans le sud de l'Italie, des personnes qui se plaignaient d'avoir plus de fonds pour aller faire des achats Bien simplement. sûr, Donc, elle c'est a totalement important, raison. Hein. justement. On ne va pas prêcher pour notre chapelle uniquement. Les gens ont besoin de manger, de boire, de respirer avant qu'on soigne leur tristesse ou leur anxiété ou leur peur. Elle a raison. OK, très bien. Il y a esplicati ancora, ma scusate, di che tipologia di casa tutti non hanno la possibilità di praticare questa distanza in casa? Bon, elle est dit, hein, dans la typologie de maison, on n'a pas tous la possibilité d'avoir à chacun son coin dans une maison. On Oui, imagine mais bien qu'il y a... on pratique l'apaisement verbal, comme j'ai dit. Donc, le verbe, ça peut suffire déjà de ne pas continuer quand on sent que le ton monte et que l'irritabilité s'installe, l'impulsivité s'installe. On peut pratiquer, voilà, l'apaisement verbal, tout simplement. C'est vrai que voilà, il y a pas toujours moyen de se distancier à l'intérieur de la même maison. Souvent, c'est qu'une pièce. Mais voilà, c'est au niveau du verbe que ça il y doit se a jouer.
D'accord. Donc, au niveau du verbe, je crois que ça se comprend facilement. Donc, éviter d'irriter l'autre, puisque ça commence, vous avez dit, ça commence verbalement, ça commence par des mots et ça se Oui. termine par des. Voilà. Mon aventure, si là, mon docteur, l'après-confinement sur le plan économique sera plus fulgurant. Comment on pourra se comporter mentalement? Ta présence ici à Brest-Chalon aurait été très utile vu que tu es psychiatre. Quel conseil nous donner? Oui, l'après-confinement, comme on le disait, Banidol, ça sera quelque chose de particulier parce que quelque chose de tout nouveau pour nous aussi. Si on attendait pour 2030 par là la psychiatrie en tête du hit parade des maladies dans le monde, je pense que ça va juste accélérer les choses. Je pense que d'ici 2025, les dépressions majeures et actionnelles, parce qu'il y aura un chamboulement économique grave, les gens qui auront perdu leur travail, qui auront perdu tous leurs intérêts, qui auront perdu beaucoup de choses, qui auront perdu des êtres chers qui n'auront pas pu enterrer, les deuils irrésolus, les deuils pathologiques, la peur que ce virus revienne, les nouvelles stigmatisations, on va insulter les gens, on va plus dire tu sens comme la peste, on va dire tu es comme le coronavirus. Donc toutes ces choses, ça va redéfinir un peu la scène sociale et ça va faire émerger des maladies psychiatriques d'ici 2025. Mais qu'est-ce qu'on pourra faire? Mais il faudra aller chez le psychiatre pour qu'on voit ça ensemble, pour qu'on comprenne ce que chacun a et pour qu'on essaye d'avoir une solution. C'est pas toujours les médicaments, hein, parce que les gens ne vont pas chez le psychiatre parce qu'ils ont peur qu'on va leur donner les médicaments, ils vont dormir, ça va couper leur cerveau. C'est pas toujours les médicaments. Il y a des prises en charge non médicamenteuses tout autant efficaces. Il y a des thérapies brèves, il y a des thérapies plus longues, il y a du cognitivo-comportemental, il y a des psychothérapies psychanalytiques, il y a des psystémiques. Chacun peut tout y passe. Hein. Donc voilà, ceux qui seront mal après la période de confinement devront se retourner vers la santé mentale, le psychologue, le psychiatre. Ok. QLN DGM qui dit la transition est primordiale. Avoir du temps pour soi dans la journée, même quand on a des enfants, on s'organise avec le ou la conjointe, le conjoint ou la conjointe, si on en a. Ça, c'est un avis. Et puis, il y a Soumi qui dit comportemental, quelles sont les réactions qui nous permettent de savoir que notre proche souffre d'un problème psychique? Ça, c'est une très belle question, Soumi, que je salue au passage. Alors, Moi aussi d'ailleurs. les petits signes qui permettent de savoir que le proche souffre d'un début de souffrance psychique, ben c'est évident. Nous, puisqu'on se connaît, on voit qu'il y a un changement déjà dans le verbe, comme je disais, tout part de là. C'est-à-dire que le verbe devient plus accéléré ou plus ralenti. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui change. Donc, il y a des personnes qui, lorsqu'ils sont irrités, le verbe est plus accéléré, d'autres qui sont irrités, c'est plus ralenti, ou bien le ton hausse. Ça, c'est première chose. La recherche compulsive de consommation d'alcool ou de drogue ou d'aliments excessivement sucrés. Une tendance à l'isolement. Bon, j'ai demandé qu'on s'isole, mais ça, c'est quand il y a un problème. Une tendance à l'isolement qui n'est pas justifiée. Hein, donc, ces trois petites choses peuvent nous faire savoir que voilà, on est en présence de quelqu'un qui est en train de souffrir. Donc, le plus important, c'est de poser. On vous a perdu un instant là. Est-ce que vous pouvez reprendre Donc, je disais que les petits signes qui peuvent nous permettre de savoir qu'un proche est en train de souffrir psychiquement, on a l'irritabilité. Donc, la personne devient plus irritable, le ton peut changer, hein, s'accélérer ou bien ralentir, le ton peut monter, hein, parler plus fort de façon répétée. Donc là, on peut déjà se poser la question si les choses, on peut déjà s'imaginer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En ce moment-là, interroger l'autre sur ses peurs, ses appréhensions, sur comment la personne se sent, s'il a besoin de quelque chose. Donc, initier un dialogue. La recherche de boissons alcoolisées chez les personnes qui n'ont pas l'habitude d'en prendre en grande quantité, c'est déjà la preuve qu'il y a quelque chose qui commence à ne pas aller aussi. Un trouble du sommeil, les personnes qui commencent à dormir moins bien, le sommeil devient moins reposant, la présence la récurrence de cauchemars. Donc, ces petites choses peuvent permettre de savoir qu'il y a psychiquement une souffrance.
Donc, ça fait les choses. Maintenant, il y a des choses plus sophistiquées. Les personnes peuvent commencer à halluciner. Les personnes peuvent commencer à avoir un discours délirant, c'est-à-dire que quelqu'un te parle de quelque chose qui n'a pas de fondement réel. Donc voilà, c'est toutes des choses assez sophistiquées. Mais déjà, l'irritabilité, la recherche de boissons alcoolisées ou même d'aliments sucrés, les troubles du sommeil peuvent déjà être considérés comme des éléments de souffrance psychique en cours d'installation. Ok, docteur, on va aller vers la fin de cette émission. Il y a cet avis de Quillan DGM, on va prendre ce dernier. La distanciation est importante. Avoir du temps pour soi dans la journée est primordial. Même si on a des enfants, bon, là, il a déjà dit, même si on a des enfants, s'organiser, c'est important. Bien sûr. Estikati qui dit quand j'ai faim, je dois rester moi tranquille, sans parler pour ne pas m'énerver. Bon, ok. Donc voilà, docteur, comme ça pour terminer cette émission. Est-ce que Allô, je vous vous ai avez perdu un peu. un conseil? Je, je, voilà, je demande si vous pouvez nous dire quelque chose comme ça pour un dernier mot pour la fin, pour conclure, un conseil. Oui, ben, le mot de fin, c'est que voilà, l'humanité traverse une période de souffrance particulière. Chacun doit mettre du sien pour apaiser la souffrance de son prochain. La psychiatrie fait partie des options qui seront explorées, surtout dans la période de l'après-pandémie. Si quelqu'un sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas après cette pandémie du point de vue de la santé mentale, qu'il n'hésite pas à se retourner vers la psychiatrie. Je parle bien sûr pour ceux qui se retrouvent dans ces pays où il y a la possibilité de rencontrer un psychiatre facilement. Mais sinon, pour les personnes qui sont chez nous, voilà, ils peuvent mettre en place des comportements qui vont les aider déjà à moins souffrir psychologiquement si jamais ils venaient être confinés totalement. Voilà, merci bien, docteur, pour votre disponibilité. Merci à toute la région. Remercie tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci pour vos multiples questions. Malheureusement, le temps nous tenant par la gorge, on est obligé d'arrêter avec cette émission et vous permettre de vaquer à vos différentes occupations. Je vous dis encore un grand merci pour votre participation à vous, docteur. Je souhaite bien le meilleur dans l'exercice de vos fonctions et j'espère que vous serez peut-être disponible au cas où nous aurions encore besoin de vous pour une autre émission dans le cadre de cette émission ou une autre émission excusez la répétition, une autre émission de Vision Channel Africa. Je reste totalement à votre disposition. Je vous remercie pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir édifier les internautes, les téléspectateurs sur ce sujet. Donc voilà, merci de l'invitation. Je veux saluer hein, toute la famille, tous les internautes, les téléspectateurs qui nous ont suivis. Joyeux anniversaire à Michel Mongwe, ma cousine au Cameroun aujourd'hui. Donc je profite de l'antenne pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est le moins qu'on puisse faire pour vous, docteur. Merci encore. À vous, très chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous. C'est une semaine qui clôture et une autre qui commence. Comme quelqu'un a dit, every finish line is the beginning of a new race. Donc, la semaine prochaine, nous ferons l'effort d'avoir toujours des personnes dans le cadre de ce spécial Covid-19, des personnes préparées dans le sujet qu'ils aborderont. Nous vous tiendrons informés, bien évidemment.